Mesdames et messieurs, chers vous tous, c'est avec plaisir qu'on vous accueille dans cet espace culturel qui est, pour tout le monde le sait, qui est dédié essentiellement aux activités des associations. Donc, d'ailleurs, il y a une charte d'utilisation de cet espace-là qu'on est en train de respecter. Donc, toutes les associations sont les bienvenues. Et je crois que jusque-là, on n'a pas eu de soucis. Je saisis aussi cette occasion parce que le thème qu'on va aborder me tient particulièrement à cœur. Parce que je me rappelle, en 2012, quand il y a eu la préparation donc, de la Constitution, il y a eu une polémique autour du rôle de la femme, complémentaire, égalité homme-femme et tout ça. Et je suis témoin oculaire de la manifestation d'août 2012. Donc, cette manifestation, je crois, elle s'inscrit, je crois, dans l'histoire de la Tunisie. Donc la femme tunisienne s'est levée et donc, pour défendre son droit. Et de par l'histoire, je crois que la Tunisie ne craint rien quand on voit ça. Voilà, je voulais faire un petit témoignage parce que j'étais là, c'est tout. Et c'est un thème, comme je vous ai dit, me tient particulièrement à cœur. Merci à vous, je passe la parole. Merci Thierry. Effectivement, c'est une très belle, le Centre culturel tunisien, c'est une très belle collaboration entre les associations et l'administration. Et c'est un pas très important qu'on a franchi depuis la Révolution dans ce sens-là. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous organisons, je parle au nom du comité de vigilance pour la démocratie. C'est une association qui se nommait comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie. On a modifié le nom de l'association en enlevant le mot Tunisie parce que nous avons voulu nous ouvrir aux autres, c'est-à-dire aux autres pays d'origine de l'immigration par exemple, à tous les pays du monde pour défendre la démocratie là où il y a un problème. Voilà, cette association donc organise des manifestations chaque année, tout un programme pour soutenir la démocratie partout et aussi donner son avis vis-à-vis des événements, principalement en Tunisie actuellement, mais nous essayerons d'ouvrir nos horizons. Aujourd'hui, nous organisons donc cette rencontre et nous avons eu l'honneur et vraiment le plaisir de recevoir donc quelques intellectuels importants, des sociologues qui vont nous mettre, c'est-à-dire au courant des résultats d'une enquête qu'ils ont menée dans un village, une petite ville du Gabon, en Tunisie, concernant justement le rôle de la femme et sa participation à la vie de la cité, à la vie politique. Ça sera pour nous, ça va enrichir les débats et au moins nous avons une enquête de terrain qui va nous donner quelques éléments importants. Deuxième volet de cet après-midi, ce soir, nous avons eu aussi le plaisir de recevoir Madame Bakar, qui est venue comme exemple, dans tous les sens du terme, Madame, d'une femme qui s'est battue pour la Tunisie depuis longtemps et qui a eu le privilège de participer à la politique, c'est-à-dire de la grande porte, c'est-à-dire la confection, la création d'une constitution, combien elle est
belle cette constitution sur le plan de la défense des droits de l'homme et surtout sur, c'est-à-dire la consacration de l'égalité entre hommes et femmes dans notre pays. Elle va nous donner, c'est-à-dire un peu nous éclairer sur tous les problèmes que rencontre une femme politique dans notre pays. Et ça sera un plaisir pour nous aussi d'essayer de poser des questions. On ouvrira un petit débat dans ce sens-là. Merci pour vous, merci à vous surtout que vous êtes venus malgré le mauvais temps. Et je vous souhaite une bonne audition de ces débats-là et participation dans ce débat. Merci. Merci, Sidi Mohamed. Merci pour votre présence. Voilà, juste un petit mot à propos de cette enquête. Je crois que c'est le CVDT avant et depuis cette année, le CVD a organisé plusieurs manifestations, plusieurs rencontres. Souvent, on a invité des intellectuels, on a invité des artistes, on a invité des personnes engagées dans la vie politique et associative. Et c'est la première fois que nous avons affaire à présenter un travail de recherche, une enquête de terrain concernant la participation de la femme à la vie politique et associative dans une localité du Gabon, dans Tadap. Alors, un petit mot à propos de cette enquête. Je voudrais remercier plus particulièrement Wallonie-Bruxelles International parce que cette enquête est menée dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et la Belgique, donc un projet belgo-tunisien financé essentiellement par WBI, donc Wallonie-Bruxelles International, et par la Tunisie, dans cette recherche qui va durer donc, pendant 3 ans. Donc, là, on est à la 2e année et l'enquête, ici on va présenter les résultats préliminaires de cette enquête. Cette enquête porte donc sur la participation de la femme, où il y a deux volets. Il y a une volet quantitative où nous avons préparé un questionnaire, mais là je ne vais pas entrer dans les détails. Mon collègue et ami, M. Mohamed Ali Benzina, qui est à la fois sociologue et démographe, s'est chargé de la partie quantitative, et Madame Najet Ahal, qui est sociologue aussi, doctorante, chercheuse, et qui s'est penchée à la fois, qui a supervisé l'enquête quantitative, où nous avons impliqué 9 chercheuses pour mener à bien cette enquête, et elle-même s'est occupée de la partie qualitative. Elle reviendra sur un peu la spécificité de sa démarche et de son enquête, pour voir dans quelle mesure, si vous voulez, les données qualitatives des entretiens approfondis avec des femmes peuvent être complémentaires ou non par rapport aux résultats de l'enquête quantitative. Donc voilà, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Mohamed Ali Benzina pour nous présenter donc, la partie quantitative de cette enquête qui a été menée tout récemment, donc au mois d'octobre et novembre. Et nous avons, si vous voulez, les premiers résultats, en sachant que nous espérons profiter des élections qui vont avoir lieu au mois de mai 2018, donc cette année, pour éventuellement faire un complément d'enquête et faire des entretiens avec des candidates et assister à la campagne électorale qui va être menée pendant cette période-là, pour avoir plus d'informations et approfondir les résultats de notre enquête. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère qu'on aura l'occasion un peu d'en parler en profondeur un peu des résultats de cette enquête. Merci, Simran. Je voudrais tout d'abord commencer par remercier les organisateurs de cet événement. Vous nous offrez là l'opportunité de présenter une enquête de terrain. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Mohamed Ali Benzina. J'ai déjà intervenu quelques fois dans des activités
du CDDT. Maintenant, ça sera, je l'espère, pour le futur, dans le cadre du CDD. Donc, c'est une enquête, comme l'a bien précisé Mohamed, qui a été conçue dans un cadre de coopération entre l'université tunisienne, l'université de Tunis, particulièrement la faculté des sciences humaines et sociales à laquelle j'appartiens, où j'enseigne depuis maintenant quelques années, et l'université de Liège, bien évidemment, avec notre interlocuteur privilégié qui est Mohamed Nechi. Donc, pour l'instant, ce que nous allons présenter ce soir, c'est les résultats préliminaires de cette enquête, parce que, comme vous venez de l'entendre, l'enquête vient d'être réalisée. On a fait tout le travail nécessaire pour le dépouillement et l'exploitation des données. Et bien évidemment, pour approfondir davantage ces résultats, ça va nous prendre encore un peu de temps et on espère pouvoir vous donner de plus en plus de détails sur cette enquête dans un avenir futur. Donc l'enquête a été faite durant pratiquement entre une semaine et 10 jours, donc dans la période du 13 au 22 octobre à Tazarka. Le thème, vous le connaissez, c'est la participation des femmes dans la vie politique et associative. Et c'est un des thèmes récurrents en Tunisie. On ne cesse de parler de la faible participation des femmes dans la sphère publique. Les femmes et les jeunes sont deux catégories qui semblent un peu réticentes par rapport à la participation politique. D'où l'interrogation de savoir quelles seraient les raisons peut-être qui seraient derrière cette réticence à s'engager dans la vie politique. Une petite idée, c'est nécessaire, je pense, avant de commencer par présenter les résultats proprement dit sur la participation des femmes. Il est important de savoir de quoi on est en train de parler exactement, la localité de Tazarka. Certains d'entre vous la connaissent, d'autres peut-être peu moins. Donc c'est une localité qui, d'après le dernier recensement de 2014, compte 9388 habitants, à peu près 10 000 habitants. Les femmes représentent à peu près 4353 femmes. Donc l'effectif auquel on s'est intéressé, c'est-à-dire celles qui ont plus de 18 ans, elles comptent 3305 exactement personnes. Et notre échantillon a été de 400 femmes. Au final, on a eu 405, mais c'est à peu près 400 femmes, ce qui correspond à un taux de sondage assez élevé, en fait, de 11,7. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui sont d'une précision assez élevée, je dirais, par rapport à nos attentes. Les méthodes d'échantillonnage et tout ça, je ne vais pas me tarder là-dessus. Je pense que ce n'est pas ça qui va susciter votre intérêt davantage, mais sachez que le choix de l'échantillon, le travail qui a été fait, c'est un travail académique, scientifique, qui est d'une validité certaine par rapport à ce qu'on fait d'habitude sur ces sujets. Et voilà, petit récapitulatif de notre échantillon, de sa répartition. Donc on a pris essentiellement trois variables qui sont en rapport avec cette étude, c'est-à-dire l'activité économique. Donc trois grandes catégories, mais on verra par la suite qu'on pourrait approfondir un tout petit peu ces catégories. Donc on a des femmes inactives, des femmes qui sont occupées, c'est-à-dire qui ont réellement un travail, ou bien qui sont à la recherche d'un travail, donc elles seraient en chômage. Nous avons les grandes catégories d'âge, donc ça va de 18 jusqu'à la dernière catégorie de 60 ans et plus. Et vous savez que le niveau d'instruction reste toujours une variable assez importante pour expliquer une grande partie des comportements et entre autres le fait de s'engager sur la sphère publique ou par rapport à l'exercice d'une activité politique. Donc on a élaboré aussi un questionnaire, un long questionnaire qui contient 87 questions, donc vous voyez, c'est assez contraignant. Donc on a recensé au début les catégories socio-professionnelles, sociodémographiques des personnes OPP, parce que toutes ces variables ont un rapport, on va le voir plus tard, ont un rapport avec certains choix que pourraient faire les femmes en s'engageant dans la vie politique. Une deuxième partie a été, on dirait, une partie intermédiaire entre
les caractéristiques, disons, objectives, générales de ces femmes et le niveau d'engagement de ces femmes sur la sphère publique, c'est-à-dire on a essayé de poser des questions sur le niveau d'intérêt qu'ils donneraient au service public dans la localité. On les a interrogés sur le fait de savoir, par exemple, si l'éclairage public est assez satisfaisant ou pas, moins satisfaisant, etc. Et tous les autres services publics qui pourraient exister dans la localité. Par la suite, dans la troisième partie, on est passé directement à mesurer des indicateurs sur le niveau d'engagement dans la vie politique. C'est là la partie centrale qui va permettre de vraiment comprendre le niveau d'engagement de ces femmes. On s'est interrogé dans une quatrième partie sur les médias et l'influence des médias sur certains choix politiques. Et finalement, on a fini par une cinquième partie où il s'agit de voir un peu les opinions des femmes par rapport justement au fait de s'engager ou au fait de candidater une femme dans les postes clés du pays. On ne va pas tout présenter, mais on va essayer d'être un peu sélectif par rapport à ces résultats. Pour comprendre un peu le cadre dans lequel on se trouve, je rappelle quelques chiffres qui se rapportent à l'échelle nationale, régionale et locale par rapport à Tazarka. Donc en Tunisie, d'une façon générale, le niveau d'analphabétisme est de presque 26%. Nous avons 26% de femmes analphabètes en Tunisie et nous avons à peu près 29% de femmes qui ont atteint le niveau primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas dépassé le seuil de ce qu'on appelle en Tunisie la 6e année primaire. Donc si on ajoute les deux, nous avons à peu près 55% des femmes qui sont dans un niveau inférieur à 6 années d'études primaires. Si on essaye de voir un peu la localité sur laquelle nous avons travaillé, eh bien on voit que nous sommes dans une localité qui est assez favorisée par rapport au reste du pays, puisque ce taux d'analphabétisme baisse à 17%. Et ça va, c'est comme si on est dans des cercles concentriques, c'est-à-dire quand on va au gouvernorat, l'équivalent d'un département par exemple en France, on voit que le niveau déjà d'analphabétisme baisse à 20%. Quand on passe à la délégation de Korba à laquelle appartient Tazarka, le niveau passe à 19%, et quand on va à Tazarka, le niveau baisse encore et on est à 17%. Donc on est à 17% d'analphabétisme, le niveau reste encore élevé, je le confirme, mais comparé au reste du pays, je dirais qu'on est dans une région un peu plus favorisée par rapport aux autres et on s'attend à ce que le niveau de participation pourrait être encore plus important que dans les autres localités. Je voulais aussi signaler quelque chose, parce que quand on voit les chiffres comme ça, on pense que quand même un niveau d'analphabétisme qui dépasse les 20% pour le pays, ou qui est du niveau du 17% pour Tazarka, c'est assez élevé. Comment ça se fait? En Tunisie, on parle d'une population éduquée, etc. Et comment ça se fait qu'on parle de ces chiffres-là? Je voudrais tout simplement rappeler qu'il y a eu quand même une mobilité par rapport au niveau d'instruction qui est très importante, parce qu'en comparant par exemple le niveau d'instruction des personnes que l'on a interrogées avec le niveau d'instruction de leur mère, eh bien, vous voyez que le niveau d'analphabétisme par rapport aux mères des personnes interrogées était à peu près de 60%. Donc passer de 60% à 17%, quand même c'est quelque chose d'assez important, ça s'est fait, bien évidemment, essentiellement, durant la période de l'indépendance de la Tunisie. Essentiellement. Pour comprendre aussi les conditions dans lesquelles vivent ces femmes, il est important de s'interroger aussi sur leur état matrimonial et de comparer un peu ça par rapport au reste du pays. En Tunisie, on parle souvent de célibat et ça semblerait que ce célibat soit au féminin et on ne comprend pas pourquoi on aurait plus de célibataires filles que de célibataires hommes. C'est tout simplement quelque chose d'assez irréel et parce que c'est beaucoup plus une représentation qu'une réalité. En Tunisie, le taux d'analphabétisme chez les jeunes garçons est beaucoup plus élevé que celui des jeunes filles. Et là aussi, on est dans une localité qui est un peu particulière par rapport au reste du pays, parce que vous voyez, la moyenne en Tunisie, c'est que nous avons 32% de femmes célibataires en Tunisie. Et quand on va à Tazarka, on voit que le taux baisse de façon assez importante parce qu'il atteint 24,9%. L'écart est très important par rapport à la moyenne nationale. Et là aussi, on voit le même schéma que celui qu'on a vu pour le niveau d'instruction, c'est-à-dire en passant du niveau national vers le gouvernorat, puis vers la délégation de Korba, puis à Tazarka, on voit comment
le taux est en train de baisser de façon assez importante. Donc, pour faire vite et garder une trace de tout ça, à Tazarka, nous avons à peu près 25% des femmes de plus de 15 ans qui sont célibataires, nous avons 61,7% qui sont mariées, à peu près 10% qui sont des veuves et presque 3,5% qui sont divorcées. Alors, puisqu'on a parlé des femmes mariées, là, j'ai trouvé que c'était important de voir un peu le rapport entre le niveau d'instruction des femmes avec leur mari. Et là aussi, c'est une spécificité, je pourrais dire que j'ai pu voir plusieurs données qui se rapportent à d'autres régions du pays, et là nous avons une spécificité par rapport à Tazarka, parce qu'on voit qu'il y a un parallèle, une correspondance entre le niveau d'instruction des femmes interrogées et le niveau d'instruction de leur mari. C'est comme si on est dans des, on va dire entre guillemets, des castes d'instruction, c'est-à-dire là où vous avez des femmes instruites, et ben, le mari aussi pratiquement dans le même niveau d'instruction, et lorsque vous avez des... mais c'est un parallèle, hein, dans tous les niveaux d'instruction, vous voyez ça, c'est-à-dire, regardez ici. Vous voyez par exemple ici, vous voyez le niveau d'enseignement supérieur pour les deux catégories, hommes-femmes. Les analphabètes, ben, ils se marient avec des analphabètes. Ceux qui ont un niveau primaire se marient avec des femmes du même niveau, et ceux qui ont un niveau secondaire, ben, c'est la même chose. Et ça, c'est assez exceptionnel, je vous dis. Ça reflète un peu une certaine reconnaissance du diplôme et du niveau d'instruction, non pas seulement une reconnaissance économique, mais aussi une reconnaissance par rapport à une position sociale que pourraient occuper les femmes. Donc, pour ce qui concerne l'activité économique, nous sommes dans une localité où la majorité sont occupées dans le secteur privé, pas public, et avec un pourcentage des femmes au foyer qui est assez faible par rapport à ce qu'on pourrait voir dans les autres régions du pays. C'est-à-dire vous avez 55,9% des femmes qui sont inactives et qui s'occupent de leur foyer. Par ailleurs, nous avons des niveaux socio-économiques, je dirais, assez faibles, voire moyens, c'est-à-dire on est plutôt dans la classe moyenne, avec un rapprochement assez clair entre la catégorie socio-professionnelle de l'homme et de la femme. On a aussi essayé de savoir que pensent les femmes interrogées de leur propre situation économique, et ça confirme aussi qu'on est dans une région du pays assez favorisée par rapport aux autres, puisqu'ils pensent qu'ils sont plutôt dans une bonne situation, parfois même très bonne situation, et c'est la majorité, c'est-à-dire vous avez 70% de celles qui ont répondu qui considèrent qu'elles sont plutôt dans une bonne ou très bonne situation, et vous avez le reste, c'est-à-dire 30%, qui considèrent qu'ils sont plutôt dans une mauvaise situation économique. Ça, c'est pour comprendre un tout petit peu, c'est le décor, je dirais, de cette situation, c'est-à-dire de quelle femme il s'agit ici. C'est une région particulière qui a ses spécificités, et tout ça, bien sûr, pourrait avoir des conséquences sur les représentations que ces femmes ont de la vie publique et de leur participation dans la politique. On passe donc à cette deuxième partie, je dirais, centrale, et quel intérêt portent les femmes aux questions politiques? Une question directe, est-ce que vous avez de l'intérêt, est-ce que vous portez un intérêt à la question politique? Et là, le résultat est intéressant, puisque entre celles qui considèrent qu'elles sont plutôt pas intéressées, et celles qui ne sont pas intéressées du tout, donc la partie rouge et la partie bleue, on additionne les deux, et c'est 68% des femmes de cette localité qui considèrent qu'ils n'ont pas de l'intérêt pour la politique. Ça, c'est un résultat important auquel nous allons nous intéresser pour comprendre pourquoi il y a ce désintérêt pour la participation politique.
Alors, si vous considérez qu'il n'y a pas d'intérêt pour la politique, ben, il faudrait aussi se poser des questions pour voir un peu si les cadres dans lesquels normalement la population s'intéresse à la politique bénéficient de l'intérêt aussi des femmes. Et là, on voit que 94% n'ont pas d'activité partisane, c'est-à-dire ne participent pas aux activités des différents partis politiques. Nous avons 91% qui ne sont pas dans l'associatif et qui ne participent pas dans les activités associatives, et encore plus, c'est-à-dire 98% qui n'ont aucun intérêt pour les activités syndicales. Ce sont des chiffres assez élevés, mais je vous confirme que ces chiffres sont partagés par la plupart des régions du pays où on pourrait atteindre des niveaux encore inférieurs. Alors nous allons voir un peu dans quel cadre ces femmes parlent et échangent avec les autres sur les problèmes du quotidien, qui pourraient se transformer aussi à des questions publiques. Et on est là en train de chercher un peu la piste pour voir quelle est l'origine de ce désintérêt pour l'activité économique. Et ce que vous voyez, les soucis économiques piétinent aussi sur les aspects politiques. C'est pour ça qu'on les a toujours cachés derrière. Alors, le tableau que je vous présente là permet de faire la séparation entre la sphère privée, c'est-à-dire entre les amis, entre la famille, les collègues, et la sphère publique, c'est-à-dire dans le cadre associatif ou partisan. Et comme vous voyez, plus on s'approche du cadre familier, du cadre privé, plus on peut parler de politique. C'est-à-dire on parle beaucoup plus facilement avec la famille de la situation politique du pays, on parle avec ses amis, un peu moins avec ses collègues, bien sûr, mais c'est une échelle qui nous permet de voir un peu quelles sont les sphères où on peut parler des problèmes politiques. Et là, vous pouvez constater que c'est plutôt la sphère privée. Ce sont des affaires publiques, mais on n'en parle pas en public, on en parle en privé. Et je pense que c'est là une première approche pour comprendre pourquoi il n'y a pas de participation. C'était un cadre un peu négatif, je vous l'accorde, mais on essaie de voir un peu aussi le côté positif. Et là, quand on interroge ces femmes sur le fait d'avoir participé ou pas aux dernières élections législatives, on voit que le taux de participation est assez élevé comparé à celui qu'on a enregistré pour le reste du pays, c'est-à-dire qu'on était aux alentours de 50% de taux de participation. Là, c'est 60%, et le taux reste pratiquement le même pour les prochaines élections municipales. Donc il y a une forte propension à participer aux élections. Là aussi, on les a interrogés sur la raison de leur participation. C'est-à-dire, si les femmes ne s'intéressent pas aux affaires politiques, s'ils n'en parlent que dans la sphère privée, pourquoi ils vont participer aux élections? Et là, vous avez toutes les possibilités, c'est-à-dire, à la fois, c'est le programme électoral qui pourrait attirer les femmes à participer aux élections, mais c'est aussi la personne du candidat. Il y en a même qui participent pour des raisons religieuses, 13%, d'autres qui le font pour des raisons régionalistes, c'est-à-dire le candidat, par exemple, c'est quelqu'un qui appartient à la région, qui est connu dans la région, etc. C'est pour cela qu'ils le choisissent, ou aussi pour des raisons personnelles, mais il y a aussi d'autres raisons. Et là, je pense que je vais nous parler tout à l'heure de certaines motivations des femmes pour participer aux élections. Par rapport aux élections municipales, on leur a posé la question, est-ce que vous pensez que les prochaines élections municipales permettraient d'améliorer la situation dans la localité? Ils sont à majorité d'accord, dans leur grande majorité d'accord, pour dire que cela va permettre d'améliorer la situation dans la région. Alors je vous ai dit qu'on parle des choses publiques plutôt en privé,
Donc, on a essayé de voir un peu la question de la confiance. Y a-t-il un problème de confiance derrière ce choix? Et il semblerait que ça soit le cas. Parce que quand on voit le niveau de confiance accordé aux institutions, la majorité accorde une grande confiance à l'armée, beaucoup moins à la police, mais si on ajoute ensemble une confiance totale et plutôt confiante, on voit qu'il y a une grande partie qui a plutôt confiance dans ces institutions, aussi pour la justice, mais pour le gouvernement, le Parlement, les partis politiques, vous voyez chuter le taux de confiance de la population. Donc c'est plutôt une attitude de confiance. D'ailleurs, dans les choix, nous avons posé d'autres questions sur certains choix politiques que les femmes font parfois, et l'incertitude dans ces choix reste quand même là le facteur le plus dominant dans ce qu'ils pensent, ce qu'elles pensent plutôt. Ceci n'empêche qu'elles considèrent qu'il est important que les femmes participent dans le champ associatif et qu'elles participent dans le champ politique. C'est-à-dire, elles considèrent qu'il faut y avoir plus de participation des femmes dans le champ politique et associatif. Dans la réalité, ça ne se fait pas. Et même si on les interroge sur leurs propres intentions pour participer dans la vie politique, ben, elles disent « pas moi, pas ma fille, mais il faudrait que la femme participe ». C'est ça un peu le paradoxe dans cette situation, et c'est lié essentiellement à cette question de confiance. Donc on voit aussi que tous les avis sont favorables par rapport à tous les postes de responsabilité, que ce soit au niveau syndical, au niveau associatif, au niveau politique. Elles sont tout à fait d'accord pour qu'une femme soit nommée pour un poste ministériel, voire même si on observe quand même un niveau plus faible d'accord par rapport à ça, même pour la présidence de la République, donc la magistrature suprême. Donc par rapport à ça, les intentions sont bonnes, mais dans la réalité, il y a un problème. Donc au final, il est vrai qu'on a essayé un peu de faire un travail de déduction par rapport au niveau de confiance qu'elles accordent aux partis politiques, qu'elles accordent aux activités politiques, la sphère privée et la sphère publique, mais on a posé aussi des questions directes par rapport aux femmes pour savoir quels sont les handicaps à la participation ou à leur participation dans la vie politique. Et là, les éléments qui sont souvent évoqués, c'est plutôt le manque de confiance des responsables politiques, c'est-à-dire elles disent que les responsables politiques n'accordent pas suffisamment de confiance aux femmes. Elles disent que la mentalité un peu machiste, je dirais, est derrière cette faible participation. Elles disent aussi qu'il y a un handicap de faible niveau d'instruction. Elles ressentent ça comme un handicap, et bien évidemment les charges familiales semblent aussi un élément très important qui empêche les femmes de participer réellement dans la vie politique. Donc pour faire un peu la synthèse par rapport à tout ça, il y a des éléments qui se rapportent à la confiance. Il y a toujours ce problème de confiance, et il est partagé aussi entre la population féminine, mais avec aussi la catégorie des jeunes. Les jeunes n'ont pas confiance dans les hommes politiques, n'ont pas confiance dans les institutions politiques, et n'ont pas confiance dans les partis politiques aussi. C'est quelque chose qui persiste dans les différentes enquêtes, et on cesse de voir ça depuis 2011. Et c'est un élément, je pense, sur lequel tous les partis politiques et les acteurs associatifs devraient travailler pour changer un petit peu tout ça. Au niveau des intentions, il y a de fortes intentions pour la participation politique. Et elles en parlent beaucoup dans la sphère privée, mais pas en public. Et ça reste quelque chose quand même d'assez inquiétant. Et j'espère qu'avec cette enquête, on va essayer de creuser davantage pour faire d'autres croisements pour comprendre ce qu'il en est par rapport aux autres facteurs socio-économiques. Merci. Merci.
l'exercice Mohamed Ali. Donc je ne vais pas commenter ces résultats préliminaires. Je ferai deux remarques. La première à propos de l'endogamie à Kozalka, donc c'est une endogamie un peu bizarre, où donc les pauvres se marient avec les pauvres et les riches, je schématise, mais c'est la réalité. Et l'autre problème alors plus sérieux, à savoir la question de la confiance. Et ça, je crois que elle est malheureusement partagée, parce que je crois aussi, mais tu me corrigeras, ça concerne aussi, vous l'avez dit, pour les jeunes et pour les femmes, mais aussi les hommes aussi. C'est que, peut-être un peu moins, mais il y a un problème donc, de manque de confiance par rapport à la vie politique, par rapport à l'élite. Donc c'est un hiatus, c'est un décalage par rapport aux souhaits, par rapport aux aspirations de la population et ce que peuvent proposer aussi bien l'élite politique, les partis politiques et aussi les associations de la société civile. Bon, on reviendra. Madame Najat Al va approfondir certains aspects, donc je lui passe la parole et à la fin, nous pourrons un peu débattre des questions qui restent alors soit en suspens, soit qui méritent d'être approfondies. Merci, M. Mohamed. Moi aussi, je veux remercier les organisateurs de cette rencontre et je remercie le CVD pour son engagement aussi pour la question de femmes en tant que femme. Donc voilà, je vous remercie pour ça. Je me présente, je suis Najat Al, doctorante en sociologie. Je travaille en tant que chercheuse à l'Institut de vérité et d'égalité et je m'occupe uniquement par la question des formes de réparation des femmes victimes des droits de l'homme. Pour compléter l'enquête quantitative à Tazarka, on a essayé de faire une enquête qualitative qui est déjà en cours parce qu'il y a eu vraiment des difficultés de faire des entretiens approfondis, surtout que je ne suis pas de la région. Je remercie M. Nech qui m'a beaucoup aidé à avoir des rencontres et des contacts pour faire ces entretiens. L'enquête qualitative, en fait, jusqu'à maintenant, on a réalisé 7 entretiens semi-directifs. On a essayé de toucher des différents profils des femmes. On a interviewé une étudiante qui fait licence en droit. Elle a 23 ans, femme au foyer, elle a le niveau secondaire. 2 candidates qui ont un niveau supérieur, mais des candidates pour les prochaines élections municipales. Une ancienne candidate qui a participé pour les élections de 2011 et une enseignante. Dans en fait, les axes sur lesquels on a mis l'accent, c'est plutôt pour approfondir les résultats quantitatifs et comprendre les représentations, les motivations, les types de participation et les contraintes, les obstacles en fait rencontrés par ces femmes pour accéder à la vie politique. Et pour comprendre s'il y a une spécificité de l'expérience politique de la femme au niveau local. Parce que souvent on parle de la participation politique de la femme au niveau national, dans les grandes villes, mais on ne met pas l'accent vraiment sur les petites localités. Voilà, donc la première question qu'on a posée à ces femmes, ce que je vais présenter maintenant, c'est une lecture descriptive. Comme il a dit M. Nech, ce sont des résultats préliminaires. Donc voilà, c'est une lecture descriptive. Aux entretiens, j'ai essayé de faire les points de convergence et de divergence entre les différents profils et les différentes réponses. Donc la première question a été posée et comment les femmes s'intéressent à la politique, par quelle voie et que pensent-elles du rôle des femmes dans la vie politique. Et les réponses, c'était, je vais citer quelques réponses et après je fais des constats. Madame H, j'ai donné juste la première lettre pour respecter la confidentialité. C'est une femme au foyer qui répond. Elle a dit: depuis la Révolution, j'ai commencé à regarder les débats politiques
aux médias, à la télévision. J'ai commencé à s'intéresser à tout ce qui est politique et tout ce qui est affaires publiques. Ça devient un quotidien pour moi. Après, chaque matin, je dépose mes filles et la première chose que je fais, c'est de voir les infos, d'ouvrir le Facebook et de suivre tout ce qui se passe. Et depuis que j'ai rejoint des groupes de discussion, je commence à m'intéresser même à des questions religieuses et à poser des questions philosophiques et entrer dans des discussions avec des groupes et je fais des commentaires et je critique. Et notre interviewée, c'est la candidate pour les élections municipales, affirme aussi que regarder les débats politiques et voir les disputes entre les politiciens et le changement du discours nous a permis de discuter avec ma famille, avec mon mari, et comparer ce débat virtuel avec la réalité, avec tout ce qui se passe dans les régions. Et quand j'ai vu l'état de l'école, la première fois quand j'ai ramené mon fils, j'étais étonnée et choquée. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font ces politiciens? Et de là, j'ai fait une initiative de faire un collectif de citoyens, de parents aussi, pour s'engager à améliorer et restituer l'école. Et petit à petit, j'ai commencé à entrer dans la vie publique. Des autres, en fait, et là je parle du profil professionnel de la femme qui a été ex-candidate et l'enseignante, qui disent la discussion dans le monde du travail, le mouvement syndical, les débats universitaires, ce sont aussi des voies pour nous pour accéder dans la vie politique. Et ce qu'on peut constater comme un premier constat de ça, en fait, par rapport aussi à un moment, voilà. Voilà, un premier constat. Et en fait, c'est le changement après la Révolution. Ce qu'on peut retenir de ces témoignages, que ce contexte révolutionnaire et cette ère de liberté d'expression a joué un rôle important dans la construction d'une opinion publique, mais aussi de socialisation citoyenne dans l'émergence d'une culture politique et surtout chez les femmes, qu'avant, ils n'avaient pas ça. Et on sait très bien qu'il y avait une seule voix, que vraiment les femmes ne regardent pas souvent. Un autre argument a été soulevé aussi. Quand j'ai posé la question par rapport au rôle qu'elle doit jouer la femme aujourd'hui dans la vie publique et politique, et dans l'enquête quantitative, déjà, on a remarqué que les femmes disent oui, c'est important, il faut, mais c'est pour ma fille, non. Et pourquoi tu te présentes pas? Elle te dit non. Parce que, et moi je disais en fait souvent, pourquoi elle me dit, il y a des femmes qui disent que non, c'est pas pour nous. C'est un monde de bataille, de guerre et tout, et c'est pas pour nous. Et en plus, tous ces politiciens aujourd'hui, elles cherchent la place, elles cherchent les chaises, comme on dit en Tunisie. Elles cherchent pas les intérêts, elles cherchent pas les femmes. Mais si on approfondit la recherche, on trouve autre résultat. Et il y a en fait des femmes qui disent oui, la femme aujourd'hui a prouvé qu'elle a toutes les compétences pour être ministre du PT et pourquoi pas présidente. Moi j'aime beaucoup Bouchra Ben Hamida, c'est une femme qui sait comment défendre les droits des citoyens et notamment des femmes. Malgré qu'elle a été attaquée pas mal de fois, mais elle résiste. Nous les femmes, avec toute une fierté, elle le dit, on a beaucoup de patience pour atteindre notre but. Il y a un consensus aussi, en fait, que j'ai remarqué chez toutes les interviewées, sur la présence de Samia Abou comme modèle, mais pas comme une personne politique, mais plutôt comme une femme. Elle a toute la force de dire tout ce qu'elle veut. Donc, il y a un autre constat, j'ai déjà discuté avec Madame Patar, que la visibilité et la reconnaissance du rôle joué par les femmes, soit dans le mouvement et le soulèvement de 2011, soit dans le profil politique qui a donné vraiment cette possibilité
d'accéder à la vie politique et de voir positivement le rôle de la femme dans le champ politique. Donc il y a un changement de l'image des femmes politiciennes qui influence les attitudes des femmes tazarkiennes, mais je pense aussi c'est au niveau national parce qu'il y a d'autres enquêtes qui ont été réalisées et qui ont montré que vraiment cette révolution a donné une chance aux femmes d'être reconnues, d'être reconnues et d'être visibles, et a changé l'image même des femmes artistes et des femmes politiciennes. Pour la question de motivation, quelles sont les motivations en fait pour participer dans la vie politique? La première réponse, ça passe toujours par le sens de maternité. Donc la majorité, elles répondent, ce sont les intérêts, et pour moi, les intérêts de mes enfants. Je me préoccupe, je m'inquiète pour le futur de mes enfants. Si je vais mettre un club dans l'école, pas uniquement pour mon fils aussi, mais aussi pour les autres enfants, et je veux que la nouvelle génération va avoir autre chose, va avoir l'espoir, il va avoir un autre projet que celui qui discute aujourd'hui les politiciens. Une autre qui dit, je me préoccupe du futur de cette génération, entre autres mes enfants. Celle-là, elle est enseignante. J'ai été pour revendiquer le plus simple des choses et demander du tenue de sport pour l'équipe de handball des filles à Tazarka. Le parcours individuel aussi joue un rôle important pour la motivation de participer dans la vie politique. L'échec dans la vie familiale m'a permis de voir les choses autrement. Quand j'ai divorcé, je me suis trouvée seule avec 2 filles et j'ai voulu faire autre chose pour ma vie, mais aussi pour prouver à ces hommes qui me regardent en tant qu'objet sexuel que je suis capable de faire tout. Donc la première chose que j'ai fait, je me suis adhérée dans une association et puis après 2 ans, j'ai été élue la présidente de cette association. Aujourd'hui, je suis une femme seule, membre dans un bureau régional politique avec 11 hommes. Donc voilà, si vous voyez la participation, la motivation, il y a d'abord l'engagement pour les enfants, le futur, pour la région, pour les écoles, mais aussi pour la femme et sa puissance et sa présence elle-même dans la vie politique, et c'est une lutte de prouver sa force et ses compétences. Mais quel type de participation? Comment ces femmes elles participent à la vie politique? J'ai constaté à partir de ces entretiens qu'il y a 3 types de participation. Il y a la participation spontanée. Qu'est-ce que ça veut dire participation spontanée? Ça veut dire en fait que je ne me suis pas engagée, je n'ai pas un intérêt politique, mais quand j'entends qu'il y a un événement, je vais. Donc, une de ces femmes, elle dit, j'ai entendu qu'il y a Mars Mazour, qu'elle était là, de passage, elle est venue à Tazarka, donc j'ai été juste pour voir, pour écouter qu'est-ce qu'il va nous raconter, qu'est-ce qu'il va nous porter. J'ai assisté pas mal de réunions, même dans la maison culturelle, des réunions des parents, mais bon, sans avoir des réponses à mes questions. Il y a une autre participation, c'est la participation par la voie de soutien, ou bien ce qu'on appelle nous, c'est la deuxième position dans la participation politique, c'est-à-dire ne pas être impliquée d'être candidate, mais d'être sympathisante et faire la mobilisation. Je soutiens un projet et un parti politique, mais je ne veux pas m'impliquer et ne pas être visible. Je crois à un projet sociétal, donc je fais de mobilisation, de sensibilisation pour le pays, pas pour moi. Ça, c'est une conscience pour moi que chacun il fait son rôle de sa place. Ce n'est pas nécessaire d'être visible, ce n'est pas nécessaire d'être vraiment à des postes de prise de décision. Il y a bien sûr la 3e forme de participation, et c'est la participation encadrée et instituée.
Et là, je parle de 3 candidates qui ont participé et les autres qui vont participer dans les élections municipales et disent je m'implique pour la région. Il y a beaucoup de choses qui manquent. J'ai été cherchée par l'IDE et par Annahda, par les deux. Mais j'ai choisi le parti que je le trouve un peu proche de mes attentes. Et pour les candidates des élections municipales, elles sont les deux dans la même position. Ce n'est pas elles qui ont cherché d'aller vers le politique, c'est plutôt les bureaux de politique qui ont venu les chercher, parce que ce sont les deux femmes qui sont les plus visibles dans le monde associatif. Une qui s'occupe, elle était la responsable de collectif pour l'école et pour aménager l'école, et l'autre, elle était présidente d'une association, il y a Al-Khayr, je ne sais pas comment traduire ça. Il y a Nabi Al-Khayr. Les sources de la voilà, bienfaisance. je ne sais pas comment traduire ça, mais de toute façon, comme elle était une femme, elle aide les femmes, elle fait des dons, elle fait des actions pour les femmes, donc elle était ciblée par les partis politiques. Et ces femmes, malgré qu'elles sont conscientes qu'elles sont utilisées par les partis politiques, mais pour elles, elles ont autre objectif, elles vont accéder aux politiques pour changer au moins en fait la moindre des choses, comme elles disent, dans la région à Dazar. Et donc une qu'elle dit, j'ai compris que par la voie de l'associatif je ne peux pas changer grand chose et je suis très ambitieuse, donc voilà, je me suis adhérée au parti politique. Et juste pour prouver que je suis une femme avec la grande F, parce que ici c'est pas vraiment évident d'entrer dans ce combat politique, donc je dois le prouver et je dois réussir. Ce que je veux dire ici, que chez ces femmes aussi, ce que j'ai constaté, qu'il y a une grande force de lutte, de résistance, une conscience, un esprit critique, et donc elles veulent arriver à ce niveau. Et elle s'engage pour la région. Et ce que j'ai remarqué aussi, il n'y a aucun engagement, quand je lui ai posé des questions, est-ce que vous avez des programmes pour les femmes à Dazak? Est-ce que vous avez des actions pour des femmes à Dazak, pour mobiliser les femmes ou bien pour changer la situation des femmes à Dazak? Donc elles me disent non, pour nous c'est la région avant les questions femmes. Et peut-être que ça reflète aussi qu'il y a un grand manque, je ne sais pas si c'est sur ma responsabilité que je le dis, mais il y a des études aussi qui ont montré ça, qu'il n'y a pas vraiment un fort engagement pour la question d'impliquer la femme dans la vie politique. Il n'y a pas cette culture des féministes, il n'y a pas aussi la culture des droits de l'homme. Il n'y a pas une culture réelle vraiment de la loi électorale et de la loi de parité. Je ne sais pas si je ne peux pas juger ça, mais je trouve aussi que c'est important d'être conscient des problèmes des régions. Le troisième axe sur lequel j'ai mis l'accent sont les difficultés et les obstacles. Et si vous voyez, la seule de mes interviewées que je n'ai pas citée jusqu'à maintenant, c'est l'étudiante. Elle a 26 ans et étudiante de droit. Donc c'est la seule qui ne soutient pas la participation de la femme dans la vie publique. Elle me dit en fait, elle croit que le champ politique d'abord c'est un champ des hommes. Elle dit, que suis-je pour aller faire un discours devant des hommes? Je suis incapable. Comme femme, je pense que la femme, c'est la souplesse, c'est la sensibilité, c'est la politique, c'est une guerre qui demande des forces et les hommes et les femmes, elles ne peuvent pas le faire. Mesquine. Eh ben, il y en a beaucoup. Hein. En plus, elle dit, pourquoi prendre ce risque pour être stigmatisée, pour être humiliée, pour être refusée par la société. Et elle cite l'exemple de sa cousine. Elle était candidate et elle a eu candidate pour les élections de 2011 et elle a eu un échec. Donc elle évalue l'expérience de sa cousine comme une mauvaise expérience
et c'est à cause d'elle que sa famille a perdu le visage, ce qu'elle dit elle. En fait. Donc pour elle, cette mauvaise expérience et ce mauvais exemple, elle lui met dans une situation de la perte de confiance en soi, de la peur aussi d'entrer dans ce combat, et aussi ça reflète son témoignage, la violence et l'émergence de la violence politique à l'égard des femmes dans les sphères publiques et la violence symbolique. Et je pense que l'enquête de la violence à l'égard des femmes dans l'espace public a montré à quel point les femmes sont victimes dès qu'elles fréquentent l'espace public. Il y a aussi un élément très très classique, en fait, c'est que certaines intériorisent cette idée de division des tâches et des champs. Voilà, le champ politique, c'est très classique, ce n'est pas la nôtre, c'est un champ des hommes, c'est un champ des guerres que nous, on ne le veut pas. Il y a la peur aussi d'être stigmatisé, et il y a aussi le manque de confiance en soi. Elle ne veut pas, mais elle me dit en fait, c'est vrai que c'est drôle de dire ça, c'est mal réfléchi, surtout que moi je suis étudiante qui fait en fait droit. Normalement je dois être la première à défendre ça, mais voilà, la réalité c'est autre chose. Si je dis ça à mon père, il va me dire mais qu'est-ce que tu vas faire et qu'est-ce que tu racontes? Et une autre difficulté, c'est liée au niveau d'instruction. Cette femme, vraiment, moi, je l'ai beaucoup aimée. Hein, parce qu'elle était vraiment tellement impliquée, elle était tellement consciente des problèmes, de ce qu'il y a dans la région et tout. Mais quand je lui dis, mais pourquoi tu ne t'impliques pas? Pourquoi tu ne fais pas une association si tu ne veux pas de politique? Elle me dit, je n'ai pas le niveau. Elle a le niveau secondaire, je n'ai pas le niveau. Je veux, oui. Mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le niveau qu'il faut et je n'ai pas vraiment une grande culture politique et associative. Et ça aussi reflète la réalité dans les localités, dans les régions, qu'il y a un grand manque de formation et d'information politique dans les régions. Il y en a autre qui dit, bon, il y a ça, et ça c'est un argument et c'est une cause qui est liée au parti politique. Donc c'est une guerre à l'intérieur, dans les réunions, et ce qui se passe dans les partis. Elle m'a dit, la première fois quand je voulais aller et assister, j'ai demandé à d'autres femmes, malgré qu'on va discuter des questions qui concernent les enfants, qui concernent l'école, et j'ai mobilisé toutes les femmes, et finalement je me suis trouvée seule dans une salle où il y avait 300 hommes. Et j'ai senti la première fois que j'étais un peu regardée, un peu bizarre. Comment d'abord que je suis une femme dans une salle, il y a tous des hommes, et je ne peux pas, et je suis restée et j'ai assisté. Et j'étais mal vue par les nardistes parce qu'ils voient que je ne suis pas voilée aussi. Et l'autre, elle dit, de l'autre côté, qu'elle a assisté à une autre réunion, et dans la discussion politique, il y avait un homme qui lui a dit, parce qu'elle est déjà divorcée, il lui a dit, si tu as été vraiment une vraie femme, tu aurais pu préserver ton mari et ta famille. Donc il a essayé vraiment de l'écarter. Voilà, donc ça, ce sont les éléments vraiment préliminaires qui ont sorti de cette enquête. Et pour conclure, je veux dire, moi je suis toujours optimiste. Je dis en fait qu'il y a, ce que j'ai remarqué, qu'il y a une forte prise de conscience de tout ce qui est politique et public, et que la femme, même si elle est à la maison, donc elle ne reste pas enfermée, elle participe d'une manière ou d'autre, même si c'est des manières différentes. Il y a un changement de l'image de la femme politicienne, il y a l'émergence d'une culture citoyenne, même si ça reste toujours limité parce que c'est à travers ce qu'on appelle l'information indirecte, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. C'est pas vraiment la formation et l'information encadrée.
Ces femmes ont une grande capacité de critique et de dénonciation. Et les difficultés, si je vais en fait faire résumer ça dans 3 éléments, il y a la reproduction d'une culture de domination et de division des tâches à travers, par exemple, la jeune fille, manque d'information, et manque de confiance en soi, et surtout l'échec. Et après l'échec, la femme ne trouve pas déjà un soutien de parti. De parti, voilà. Et merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation détaillée. On a des témoignages très, très forts parfois, donc, qui, j'espère, vont susciter votre réaction. Moi, j'ai envie de dire, faire 2 petites remarques, mais vraiment très brèves. La première, c'est que y a les entretiens viennent en quelque sorte corroborer les analyses quantitatives, c'est-à-dire qu'il y a des éléments de convergence, et ici, donc les entretiens, les témoignages, les extraits d'entretiens viennent confirmer un certain nombre de choses. Deuxième remarque, c'est par rapport à cet exemple de cette étudiante en droit qui a 26 ans, qui peut-être de son aide politiquement. Ça, parce que moi je connais aussi la situation, je connais les 2 personnes, et sa cousine qui s'est engagée publiquement, politiquement, donc dans le cadre d'une campagne électorale, a été déçue, et il y a eu des réactions par rapport, parfois violentes par rapport à son engagement, et toute sa famille a d'une certaine manière mal réagi par rapport à cette situation. Donc on peut comprendre, si vous voulez, qu'une fille qui a baigné un peu, qui a vécu un peu ces tensions à l'intérieur de la famille, et une réaction parfois un peu de rejet de la vie. Et donc ça veut dire, d'un point de vue sociologique, c'est très très important de voir de près comment les choses se passent, de suivre parfois des trajectoires, des expériences, des épreuves d'engagement politique, pour mieux saisir l'expérience. Alors effectivement, quand on parle d'exemples de cas particuliers, l'enjeu n'est pas de généraliser, bien évidemment, mais ça nous donne des éléments très précis à propos d'expériences vécues. Et ça, je crois que c'est un élément aussi très important. Voilà, je ne veux pas m'accaparer la parole. Donc je vous donne la parole, et voilà, si vous avez des questions, des réactions, voilà. Je voudrais vous remercier d'abord pour cet exposé qui est très intéressant, surtout quand il a mis vraiment en exergue la question de la manque de confiance en soi pour les femmes, qui est due à une violence symbolique qui date depuis, à mon avis, depuis longtemps. Et à mon avis, c'est une question d'éducation avant tout. Alors ma question, c'est: y a-t-il des connexions, des recommandations qui vont être faites au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il y a des interactions entre la sphère académique et le gouvernement suite à cet enjeu? Parce qu'avant tout, c'est une question d'éducation, il me semble. Voilà, je vous remercie. Oui. Allez. Merci pour les résultats assez pertinents, soit quantitatifs que qualitatifs. En fait, il y a 2 idées que je veux partager avec vous, parce que quelque part, à propos de la représentation qu'on se fait de la femme tunisienne, parce que généralement, dans les discours qu'on entend souvent, on parle souvent de femmes tunisiennes, alors que je pense qu'il serait plus approprié de parler de femmes au pluriel, pas la femme, mais les femmes tunisiennes, parce qu'il y a
certaine diversité se dégage, et sur la base de cela, est-ce qu'il n'y aurait pas des formes de participation et leur perception de ces formes de participation à la vie politique? C'est-à-dire que ce que j'ai cru comprendre par vos résultats, c'est comme si il y a une image d'une femme qui participe d'une certaine manière. Or, je pense qu'il serait intéressant d'interroger ces sujets-là sur les formes qu'elle trouve appropriées en termes de participation. Et je pense qu'il y a un indicateur assez important par rapport à cela, c'est effectivement leur taux de participation aux élections. Je pense que c'est à travers cette lecture de deuxième degré de dire que peut-être bien que ces femmes-là voient leur participation d'abord par le fait de voter, et puis viendront d'autres formes qui conviendraient mieux par rapport à des aspects sociaux, socio-éducatifs ou socio-économiques. Merci. Oui, donc merci pour la présentation. Est-ce que je me trompe si je dis que le travail était fait sur l'opinion de l'engagement des femmes plutôt que de l'engagement en tant que tel? Je ne sais pas si la définition que vous avez donnée à l'engagement, au moins l'engagement, c'est un acte, un processus, une adhésion, une affiliation et une action en tant que telle. Lorsque particulièrement je regarde sur le plan de l'approche quantitative, là, je ne le vois pas. Je vois toujours les questions qui étaient posées probablement. Je n'ai pas vu le questionnaire autour de la question de l'opinion de la femme par rapport à l'engagement dans l'espace public, que ce soit associatif, politique, syndical, etc. Ma deuxième question, est-ce que la catégorie socio-professionnelle, puisque la femme est au pluriel, ça c'est tout à fait. Ici, nous sommes dans un espace, dans un lieu semi-rural. Hein, donc, Kazalka, donc, elle est semi-rurale, et le particulier, probablement, elle est différente si on est dans un Ebel ou un Hammamet, ou on sera dans le centre de la Tunisie, etc. Donc, il y a une variété là. Mais est-ce que avez-vous tenu en compte, parce que je n'ai pas vu dans les tableaux, mais probablement ici, ce n'est qu'une synthèse, de l'appartenance catégorie socio-professionnelle, par exemple, puisque la majorité qui travaille, si j'ai bien compris, dans le secteur privé, mais probablement des femmes ouvrières, j'ai entendu qu'il y a une institutrice ou professeur, et probablement d'autres. Est-ce que avez-vous tenu en compte, parce que le type de l'opinion ou de l'engagement en processus, il se diffère de l'un par rapport aux autres? Oui, merci pour votre exposé. Moi, je voudrais revenir à ce que dit Madame. C'est vrai que la femme tunisienne, on parle, l'exemple de Madame Pakar est bien là pour vous montrer que la femme a percé, la femme tunisienne a percé. Mais moi, je pense qu'elle est victime de deux choses, de la tradition elle-même et de l'homme lui-même. Je pense que parler de l'évolution de la femme, que la femme change, peut-être il vaut mieux parler que l'homme tunisien change. Et on voit aussi que les femmes refusent d'aller en politique par peur de ce qu'on va dire, par l'échec. Et vous avez vu que le monsieur lui a dit, vous aurez dû garder votre mari plutôt que venir ici. Et ça, c'est l'obstacle en fait pour la femme tunisienne. Je vois dans ma famille, beaucoup de femmes ont voulu accéder, mais ce sont les hommes qui les ont... Non, reste à ta place est à la maison. Et je pense qu'on parle beaucoup de la femme à percer, mais il faut aussi parler que l'homme ne veut pas que la femme perce, ne veut pas. Et beaucoup de gens, regardez par exemple, quand on voit que le secondaire prend le secondaire, le primaire prend une femme ou un homme, c'est parce qu'ils ont peur, L'homme ne veut pas avoir une femme qui perce. Si sa femme est plus élevée que lui, si elle perce politiquement, si elle est bien vue, si elle est voyante au niveau de la société,
ça fait de l'ombre pour lui, et il n'aime pas ça. Et le Tunisien reste traditionnellement, malgré tout ça. Merci. Oui, c'est à vous, maintenant. Est-ce que je pourrais intervenir? Bien sûr. Oui, Brigitte, il y a un cas dont tu as parlé et qui a attiré mon attention. Cette dame qui se présenterait éventuellement pour les élections municipales et qui te répond très franchement, je ne battrai pas pour les femmes. Comme on aimerait avoir plein d'élus en ce moment en Tunisie, hommes et femmes, qui parleraient comme elle. Or, il n'y a que les femmes pour dire les choses d'une manière aussi spontanée et d'être en même temps dans ce type d'abnégation. Parce qu'aujourd'hui, il y a une énorme polémique à propos des élections municipales. Quel est le profil idéal d'un élu municipal? Est-ce que c'est les gens qui vont représenter leur parti et ça va repartir encore dans des guéguerres de partis? Ou est-ce que c'est de bons citoyens qui vont travailler leur localité? Et moi, je pense qu'il n'y a que les femmes pour apporter une réponse aussi spontanée et efficace en même temps. Mais c'est toujours à double tranchant. Parce qu'elles osent dire les choses de cette manière-là, on ne leur accorderait pas facilement cette confiance. Mais si elles arrivent à avoir cette confiance, elles seraient 10 fois plus efficaces que n'importe quel homme qui serait là pour défendre les intérêts des uns et des autres, et notamment de son parti politique ou même d'une cause aussi légitime que la cause féministe. Parce que quand on est dans la localité, le problème, ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas la priorité. La priorité aujourd'hui, vous savez, les conditions dans lesquelles on vit, la priorité, c'est de remblayer les trous, c'est de donner de la lumière dans les quartiers pauvres, c'est de faire le ramassage correct des ordures. C'est à ça que doit servir un comité municipal avant tout. Or, il n'y a que les femmes pour s'engager de cette manière-là, aussi sincère que spontanée, que sage finalement. C'est ça la différence, finalement, entre un homme et une femme qui font de la politique. Il y a des hommes. C'est un avant-goût. Voilà. Eh bien, merci. Moi... Non, je voulais... Oui. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais juste souligner un fait qui m'a choqué quand même, c'est le taux d'alphabétisation des femmes. Je veux dire par là, on constate une chose, c'est que 50% des femmes tunisiennes, plus ou moins, elles ont au maximum le niveau de secondaire, de primaire, 6e primaire, ce qui est très peu. Et quand on voit qu'il y a seulement 27% qui arrivent jusqu'au 6e primaire, je m'interroge par rapport à la catégorie d'âge tout simplement. Parce que, en fait, à ma connaissance, l'école est obligatoire en Tunisie jusqu'à un certain âge, jusqu'à 16 ans, à ma connaissance. Est-ce que cette législation est mise effectivement en vigueur ou c'est juste, encore une fois, un texte écrit et qui n'est pas appliqué? Ça, c'est une question importante. Et quel est le degré, en fait, je veux dire par là aussi, le taux de scolarisation j'imagine que dans le milieu urbain, le taux de scolarisation est beaucoup plus faible. Et là, on soulève d'autres problèmes. Rural, il est beaucoup plus faible que l'urbain. Et c'est vrai qu'il y a le problème de scolarisation, de ramassage scolaire, etc., etc. Et ce n'est pas négligeable. Franchement, si la Tunisie a fait un bon bond en avant, et si la Tunisie peut se permettre de faire une révolution et quand même remettre à plat quand même tout un système, c'est tout simplement parce qu'il y a eu un système éducatif qui était plus ou moins efficace à un moment donné. Sauf que la machine a été rouillée, il faut bien le constater, et nous constatons aussi que beaucoup d'écoles, en tout cas du milieu rural, n'ont pas été, je veux dire, ne fût-ce que rénovées tout simplement. Et il y a beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Voilà, c'est tout. Merci. Dernière intervention. Voilà, elle sera très brève. Bon, je vous aime bien, chère madame, mais ce que vous venez de dire, il n'y a que les femmes, les femmes, les femmes. Mais
Écoutez, on nous a raconté beaucoup de choses. Je suis devenu un amoureux de Bourguiba maintenant, parce que depuis que je fréquente les Tunisiens, je vois bien des vidéos sur ce qu'il dit, ce qu'il a fait, etc. Au moins, il y a Bourguiba alors. Hein. Et alors, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de noircir la Tunisie un peu. Hein. Vous parlez des femmes. Moi j'ai appris qu'il y avait le niveau d'éducation des femmes et la liberté accordée aux femmes était assez élevée, assez importante en Tunisie, même par rapport aux autres pays arabes. Donc, et il y a quelqu'un qui disait que, enfin pas ici mais ailleurs, que l'ennemi de la femme c'est la femme elle-même. C'est quand on voit la génération des femmes après les 55 ans, 60 ans, comment est-ce qu'elles oppressent les jeunes femmes, les jeunes mariées, etc. Ça c'est aussi, il faut le prendre en considération. Il n'y a pas que les hommes qui oppressent les femmes, que ce soit en Tunisie ou ailleurs dans les pays arabes. Donc moi je suis pas contre les féministes, mais il faut quand même... Voilà. Merci à tous les intervenants pour cet intérêt à cette présentation. Je voudrais répondre à certaines questions, même si je partage l'avis de certains d'entre vous sur ce qu'ils ont évoqué. Alors, si Ali... Alors, pour ce qui concerne la pluralité des engagements ou des formes d'engagement, vous êtes d'accord, hein. Sauf que là, bien sûr, on a essayé de voir un peu la participation par rapport à ce qui se fait d'habitude, c'est-à-dire d'être membre d'un parti politique ou de participer dans les activités des partis politiques ou bien des associations ou bien dans les syndicats, mais aussi on s'est intéressé à toutes les autres formes de participation. Il y a une partie du questionnaire que je n'ai pas présenté, faute de temps, bien sûr, vous pouvez l'imaginer, mais on les a interrogés sur tout l'intérêt qu'ils pourraient porter aux différentes questions qui pourraient toucher la localité. Je vous ai dit que ça part des voies et des routes dans la localité, jusqu'à l'éclairage public, jusqu'au ramassage des ordures, à tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, je confirme le fait que les femmes sont conscientes dans cette localité des problèmes rencontrés dans cette localité. Ils ont des solutions, ils ont des propositions, etc. Mais ça reste dans une sphère privée. C'est-à-dire, ils n'en discutent pas en public. Ils ne vont pas dans une réunion, dans une association ou dans la municipalité, par exemple, pour défendre ça. Elles parlent de ça à leur mari, dans le cadre familial, à la limite, si elles travaillent, elles parlent de ça avec des collègues, etc. Mais ça reste dans la sphère privée. C'est ce qui se dégage de cette enquête, et c'est là la chose qui m'a paru intéressante et assez paradoxale, parce que quand on voit, et là je reviens vers la deuxième question, sur l'opinion sur l'engagement, ou l'engagement lui-même, on a essayé de s'intéresser aux deux en fait. C'est un sondage d'opinion aussi, il y a une partie qui concerne l'opinion, d'autres qui est un peu plus factuelle. Et le taux de sondage nous permet de mesurer des choses factuelles aussi, pas uniquement des opinions. Donc ce qui nous a intrigué un peu, c'est à la fois le fait de trouver des femmes convaincues, des femmes qui ont suffisamment d'informations sur ce qui se passe dans la localité, sur les enjeux même politiques par rapport à ça. Mais ce qui se dégage, c'est qu'elles n'osent pas passer la frontière du public, ça reste dans la sphère privée, d'un côté. Et l'autre aspect qui paraît assez important quand même, c'est la question de la confiance. Je pense qu'en Tunisie, et ça transcende aussi la question homme-femme ou jeunes mais plus âgés, ça se voit de plus en plus. Le taux de participation il est important, il est de 60%, mais dans la réalité, si on observe les chiffres, c'est aux alentours de 50%, même dans cette localité. Il y a l'intention d'aller voter, mais à la dernière minute, on n'arrive pas à se décider, on n'a pas le candidat qu'on veut. Et il y a une autre partie, presque 40%, qui vous dit c'est perdu d'avance, j'ai confiance. Tous pourris, comme ils disent en France. C'est-à-dire, on n'a pas confiance dans les partis politiques. Et on ne va pas voter pour quiconque. Donc on ne va pas participer. Et c'est une tendance qui commence à devenir de plus en plus importante dans notre société d'une façon générale, indépendamment de la catégorisation selon le genre ou autre. Pour ce qui concerne le CSP, vous avez le
Aleppo, on a travaillé sur les CSP justement. Et ce n'est pas exactement une localité à tendance agricole. Il y a toujours des activités liées à l'agriculture, mais il y a une industrie agroalimentaire aussi qui est assez importante. Et il y a une zone industrielle aussi importante, et on n'oublie pas qu'on est dans une localité qui n'est pas très très loin des zones touristiques aussi, et il y a des emplois qui se trouvent à côté. En fait, le taux de chômage est assez faible, donc c'est pour ça qu'elles-mêmes, quand elles portent un jugement sur leur situation économique, elles disent que c'est plutôt une bonne situation. Pour ce qui concerne le niveau d'instruction, c'est un sujet sur lequel je ne cesse de travailler et de répéter. Il ne faut pas confondre le niveau d'instruction générale de la population avec la scolarisation des jeunes. Ce sont deux aspects différents. L'effet de l'éducation ne se fait qu'à travers les générations. Il faut attendre vraiment longtemps avant qu'on puisse avoir un effet sur l'analphabétisme. Et là, je vous ai aussi montré juste une figure, justement pour essayer de ne pas confondre les deux. On a interrogé par exemple par rapport au niveau d'instruction de la personne interrogée et le niveau d'instruction de sa mère, par exemple. Vous voyez le décalage. Par rapport à leur mère, elle était à 60% analphabète. On est passé à un niveau de 17%. Et 17% par rapport au reste du pays, on est dans la bonne partie, on va dire. C'est-à-dire c'est 25% d'analphabétisme pour les femmes, c'est 12% seulement pour les hommes, donc le double. Le taux d'analphabétisme des femmes en Tunisie est le double de celui des hommes. Mais je confirme qu'on est dans la meilleure situation par rapport à la plupart des pays arabes. Seule la Jordanie, je pense, nous dépasse. Mais pour le reste, on est pratiquement les premiers, les deuxièmes, on va dire, après la Jordanie. Merci. Les deux là. Jordanie, vous voulez dire le Palestinien? Voilà. On ne sait pas les Jordaniens. Non, une question, mais appelez un L'influence des colonisateurs dans les différents pays musulmans ou arabes aussi, sur l'émancipation. Je ne suis pas francophone, je vous le dis, je ne parle pas très bien français. De toute façon, l'influence sur l'émancipation des femmes et aussi, je dois le dire, des extrémismes religieux. Parce que moi, je suis d'une famille, d'une région rurale plutôt aussi, et catholique en Allemagne. Et ça, c'était aussi le développement on peut comparer un peu au XIXe siècle chez nous. La femme était aussi, les filles rangeaient aussi après les garçons. J'avais 4 frères et ils ont fait des études d'abord et après les filles, parce que les filles soi-disant se marient, on disait, comme on dit chez vous aussi, et ça, l'éducation, le ménage, tout ça compte avant la carrière politique au public. Et je crois que la religion a une grande... Les extrémismes ont beaucoup d'influence sur l'éducation. L'éducation, c'est le principal. Pour les garçons, pour les filles, pour tout le monde. Si on n'a pas une bonne base d'éducation, on n'a pas le bon exemple des mères qui sont un peu émancipées et ouvrent l'esprit, alors ça ne va pas réussir très lentement de toute façon. Merci. Je dis un petit mot. Juste un petit mot par rapport à... Brièvement, et on clôture ici, et puis vous prenez la parole pendant 5 minutes et on arrête. Oui. Merci beaucoup pour la présentation, c'est vraiment passionnant, surtout lorsqu'on parle des femmes. J'ai une petite question à poser, c'est-à-dire que, vous savez, est-ce qu'en Tunisie, il existe une loi sur les quotas de la présentation des femmes dans les partis, dans les positions et tout ça? Parce que ici aussi en Belgique, les femmes, par exemple paysannes ou analphabètes ou très peu éduquées, ne sont pas fort présentes ni dans les partis ni dans les mouvements. Il ne faut pas se faire d'illusions. Donc la Tunisie n'est pas un pays hors norme. D'autre part, même ici, on vient de très loin.
c'est par exemple la représentation des femmes au sein des partis, il y en a très peu, à part des héritages familiaux. D'autre part, est-ce que les partis aussi, parce que bon, c'est bien, beaucoup de femmes manquent de confiance, la plupart des femmes manquent de confiance, hein. Nous ici aussi, hein, il ne faut pas se faire d'illusions, mais est-ce que les partis aussi mettent des politiques en avant pour un changement, pour la représentation des femmes? Et je prends le cas des colos qui 10 ans avant avaient fait tout un travail pour qu'il y ait plus de femmes candidates, donc un travail au sein des hommes, mais aussi au sein auprès des femmes. Donc, et alors on a appliqué les quotas, comme partout, comme en Palestine, comme voilà. Donc, oui. Enfin, oui. Donc, moi, je voulais dire un petit mot par rapport à la question de Hind, parce que personne n'a répondu. Alors, en fait, ça c'est un énorme problème, que ce soit ici en Europe ou en Tunisie, par rapport le rapport des sciences sociales ou aux politiques publiques menées par les gouvernements, ainsi de suite. Souvent, il n'y a pas vraiment... Alors, il y a parfois des enquêtes, mais commandées, d'une certaine manière, et ça, souvent, c'est orienté, c'est-à-dire que le gouvernement a besoin de faire valoir une politique déterminée, donc il choisit l'expert qui va un peu dans ce sens et qui peut justifier, apporter une justification un peu scientifique, entre guillemets, à ces enquêtes. Bon, en général, si vous voulez, des enquêtes de ce type peuvent quand même avoir une influence, mais indirecte, je dirais. Alors, par exemple, par rapport à ce qui se fait à WBI, puisque c'est WBI qui finance un peu cette enquête, ils ont organisé récemment une mission à laquelle j'ai participé en Tunisie, parce qu'ils veulent définir des axes prioritaires pour éventuellement déterminer la coopération avec la Tunisie. Et donc, une enquête comme celle-là va avoir elle va d'une certaine manière prise en compte. Sinon, d'une manière générale, les sciences sociales restent quand même un peu marginalisées par tous les États, parce que les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la science politique, ont une vocation critique par rapport aux politiques publiques, au gouvernement, ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bien vu, disons, pour être soft, par le gouvernement. Donc, voilà, donc est-ce que cette enquête va avoir un impact? C'est une petite enquête au cas de ça, mais il y a des enquêtes beaucoup plus larges à l'échelle nationale, ainsi de suite. Et je crois que Najed m'a parlé de la Kurde qui a... Bon, je te laisse... Juste aussi pour répondre à la question de Hind, puisque je pense que toutes les questions, M. Benzine a déjà répondu. À la question de Hind, il n'y a pas vraiment un programme de formation en fait, fourni par l'État. C'est plutôt le mouvement des femmes qui, parce qu'elles font leurs enquêtes et elles savent très bien qu'il y a ce manque d'information et d'éducation et de formation politique. Et donc, ce sont les associations qui sont dans l'action, la Ligue des électrices tunisiennes, la FTUR, les femmes démocrates, Saout al-Mar'a, Haraïr Tunis. Donc, c'est ce mouvement qui fait vraiment des campagnes qui se déplacent dans les régions pour faire des formations, mais ça reste toujours limité. Et d'ailleurs, moi, j'ai posé la question à Tazat, est-ce qu'il y avait des associations qui ont venu ici pour faire des actions pour justement mobiliser les femmes, pour la question des élections, pour la question de formation? Et ils m'ont dit non. Et la seule candidate qui a été présidente de l'association, elle m'a dit même, parce qu'elle a fait déjà des formations dans la question d'empowerment des femmes, elle m'a dit j'ai été au centre culturel et j'ai demandé à la directrice de faire des sciences. Au moins, j'essaie de transmettre ces compétences que j'ai à ces femmes, mais je n'ai pas trouvé vraiment que l'institution a été totalement fermée. Et je ne pense pas aussi qu'au niveau politique, comme Tazarka, à la limite, comme localité, comme je vous ai dit, ils ont appelé ces femmes parce qu'elles savent que ce sont, d'abord, c'est la loi, et là, je reprends à la question de Fodela, mais je ne voulais pas, en fait, évoquer cette question parce que je sais que Mme Bakar, elle va parler de la loi
de parité et les deux articles, vertical et horizontal, mais il y a aussi la Constitution de 2014, l'article 21, qui parle d'égalité entre citoyens et citoyenneté, et de citoyens et citoyennes, et aussi l'article 46 qui parle d'égalité de chances dans tous les niveaux économiques et politiques. Donc je ne voulais pas évoquer cette question parce que je sais qu'elle va parler de ça comme elle était déjà parmi qui ont participé dans cette constitution et dans cette loi. Voilà, je pense que... Alors, je vous remercie pour votre attention. Est-ce que... Mais juste un peu, peut-être on va discuter après parce que il y a un verre de l'amitié qui est prévu. Donc je vous remercie beaucoup, très sincèrement, de votre attention. On est ravis de votre présence et on vous invite à prendre le verre de l'amitié. Donc ne partez pas, restez avec nous. Oui, oui. Et il ne faut pas trop boire et restez avec nous un peu de suite. On reprend à 19h.